Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Préfet et son représentant, Monsieur le Président qui nous fait vraiment l'immense honneur de se joindre à nous et que nous remercions vraiment chaleureusement, Mesdames et Messieurs les représentants de la magistrature, Messieurs les présidents des ordres des avocats, notaires, experts comptables, commissaires aux comptes, administrateurs judiciaires, huissiers et tous leurs ressortissants ici présents, Mesdames et Messieurs les présidents de syndicats professionnels, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs. Pour un homme d'entreprise, donc simple utilisateur du droit économique, il est toujours hasardeux de s'engager dans un exposé public sur une matière juridique. L'exercice frise l'inconscience quand, comme ce soir, l'auditoire est composé de professionnels du droit, et en particulier de professionnels des droits qui s'appliquent à l'entreprise. L'appel à l'indulgence du public pour pardonner les éventuelles impropriétés de langage étant sans doute insuffisant, pour combler un tel décalage de compétences, j'ai dû mon salut à l'amabilité du bâtonnier maître Marceline, qui a bien voulu me venir en secours en acceptant de prendre la parole à la suite de mon propos de présentation du Code de l'entreprise en Outre-mer, afin de donner sa vision, son regard, et je compte bien son jugement critique sur la démarche et sur le contenu qui est le nôtre. Qu'elle soit vivement remerciée de cette main secourable. C'est en effet dans un contexte de praticiens que l'Association des CCI d'Outre-mer, en 2012, que je fréquentais et que je fréquente toujours, que m'est venue l'idée de bâtir un code de l'entreprise en Outre-mer. En effet, les chefs d'entreprise martiniquais et en général ultramarins savent tous qu'il existe, dans les règles qui leur sont applicables au quotidien, un corpus de droit commun, un corpus supplémentaire d'adaptation aux particularités géographiques et autres qui sont les nôtres. Et nous faisons tous, comme M. Jourdain faisait de la prose, du droit économique ultramarin sans le savoir. Il résulte de ce constat deux inconvénients. Le premier pour les acteurs eux-mêmes, c'est tout simplement que nous ne connaissons pas dans sa totalité ce droit économique dérogatoire ultramarin parce qu'il est extrêmement vaste. Vous avez vu l'ampleur du volume, il y a 1000 pages. Et donc ça veut dire que nous autres, les acteurs, nous passons certainement à côté de dispositions qui nous sont destinées. Et puis, il y a un autre inconvénient qui n'est pas moindre, c'est pour les futurs acteurs, autrement dit, les partenaires extérieurs ou les candidats à l'entrée sur notre territoire, qui, eux, sont dans une situation encore pire, car ils savent confusément qu'il existe ce corpus, mais en connaissent encore moins les contours. Et par conséquent, peuvent être arrêtés par l'ignorance, la désinformation, bref, tout ce qui fabrique de la défiance. Il importait donc de donner un peu de clarté à tout cela, et c'est la finalité initiale de ce code, c'est en réalité rassembler, synthétiser de façon exhaustive et puis donner des clés d'accès. C'est ce qu'on appelle un code. Donc ce n'est pas une simple compilation, c'est également un livre à clés qui permet, grâce à des index et des thématiques, de pouvoir cheminer dans une matière inconnue. Clarté et lisibilité, c'est la première étape, c'est celle d'aujourd'hui. Mais vous le verrez à la fin de notre propos, l'ambition va plus loin. Deux autres étapes nous attendent, et ce sera une transmission de témoins aux législateurs, donc aux parlementaires, qui sera ici faite. Car il y a des pans entiers qu'il conviendra de refondre, maintenant que la clarté sera faite. C'est la deuxième étape. En effet, on le constatera, des dispositions dérogatoires sont parfois en télescopage les unes avec les autres. La LUM et la LODEOM se télescopent, c'est un exemple. Et par conséquent, il faudra une lecture, je dirais, avec recul, et une refonte sans hésitation de certains pans entiers. Et puis même, dans une troisième étape, on peut rêver, aller plus loin, et on en parlera, et aller vers un véritable statut de l'entreprise ultramarine. Sans aller jusque-là, la présentation du code que vous voyez sur ce bureau, qui en est à l'origine, eh bien, il y a 4 personnes morales. Il y a l'association des CCI d'Outre-mer, effectivement, qui a été le maître d'ouvrage, qui se proposait, comme on l'a dit, de prendre en compte les spécificités. Je dois vous dire que quand nous nous sommes lancés dans cette aventure, je pensais franchement que c'était 200, 300 pages, pas plus. À l'arrivée, c'est 1000 pages. Donc en réalité, cette préscience était fondée et au-delà de nos espérances. Il y a eu un maître d'œuvre, surtout, bien entendu, parce qu'il a fallu écrire tout cela, qui est un cabinet d'avocats, la société d'avocats Claes et Associés, qui a proposé la méthode, qui est la méthode de codification éditoriale. Alors, un point d'arrêt là-dessus, sans rentrer dans les arcanes juridiques, et je ne m'y risquerai pas, ce n'est pas une codification normative. Nous n'avons pas pour ambition de fabriquer du droit. C'est une codification éditoriale. Ça veut dire que nous sommes là pour synthétiser l'existant.
C'est très important parce que l'ambition n'est pas du tout la même. Le Code n'a pas par lui-même force de loi, il a force d'éclairage. Y a-t-il une démarche de codification normative du droit de l'outre-mer? La question mérite d'être posée. Oui, il y en a une, en théorie, parce que la Commission supérieure de codification préconise de créer dans tous les codes normatifs, au sein de chaque livre, un titre relatif à l'outre-mer. Mais ce droit de l'outre-mer est tellement épars qu'il y a loin de la cruche à la lèvre. C'est-à-dire que le temps que cette disposition, cette recommandation rentre dans les faits, eh bien, ma foi, nous avons largement la légitimité pour procéder à une codification éditoriale. Et puis un éditeur, LexisNexis, c'est un peu le Dalloz américain en quelque sorte, qui avait déjà une collection, les Codes bleus, et de nombreuses expériences éditoriales, comme le droit de la montagne, etc. etc. Et enfin, un partenaire, le ministère de l'Outre-mer. Alors, je m'arrête une petite minute là-dessus. Ce n'est pas uniquement une symbolique. Parce qu'en réalité, on s'est rapidement aperçu qu'il pouvait y avoir des interprétations différentes et peut-être erronées de la démarche qui était la nôtre. Certains ont cru que nous souhaitions réintroduire une démarche institutionnelle, ce faisant. Notre propos n'était pas celui-là. Nous ne cherchions pas à rentrer dans le débat qui avait été débattu par le peuple et devant le peuple. Notre question était au contraire, à l'intérieur du cadre qu'avait fourni le peuple et qu'avait souhaité le peuple, de donner de la clarté. Il a fallu batailler ferme pour faire comprendre qu'il n'y avait pas en réalité de projet institutionnel sous-jacent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu essentiellement à ce que le ministère lui-même soit partenaire, même si c'est pour des montants modiques, mais pour qu'il montre qu'il valide la démarche, ce qu'il a continué à faire par la suite. Voilà donc les 4 personnes morales qui ont été à l'origine du projet. Et puis après, il a fallu trouver les personnes physiques, bien entendu. Donc c'était des membres du cabinet que je citais tout à l'heure. Olivier Magnaval, qui est avocat chez Claes et qui a été, comme vous le savez, directeur de cabinet d'un ministre de l'Outre-mer, donc qui connaît bien l'interface entre le politique et le juridique. Et enfin, Ferdinand Mélin-Soukramanien, professeur à l'Université de Bordeaux et spécialiste du droit des Outre-mer. À côté, une équipe pluridisciplinaire qui nous a permis de balayer l'ensemble des 20 codes et des 5 lois transversales qui ont été abordées pour cet ouvrage. Après, c'est posé la question du périmètre, parce que l'outre-mer, c'est 11 territoires, et si on prend la Terre Adélie, ça fait 12. Donc ça fait quand même beaucoup de diversité. Alors, tout naturellement, nous sommes allés sur ce qui semblait le plus facile à appréhender. C'était ce qu'on a appelé les collectivités régies par le principe d'identité, en quelque sorte l'article 73, tout simplement. Et puis, on s'est assez rapidement aperçu que la summa divisio qui était faite entre l'identité législative 73 et la spécialité législative 74 perdait beaucoup de sa pertinence. Parce que même à l'intérieur de ces 2 catégories, il y avait des graduations qui faisaient qu'on avait une sorte de continuum, finalement, du plus proche du droit commun, qui sont les Réunionnais, qui, comme vous savez, ont inscrit dans la Constitution le fait qu'ils ne voulaient pas changer, à ceux qui sont les plus éloignés, comme la Nouvelle-Calédonie ou même Mayotte, qui est une collectivité sui generis. Et donc, de proche en proche, par un principe de réalisme, nous avons étendu notre assiette à 3 territoires de l'article 74. D'abord, celui qui n'est pas doté de l'autonomie normative, qui est Saint-Pierre-et-Miquelon, ça paraissait assez naturel, et 2 qui sont dotés de l'autonomie normative, je peux parler de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, mais si on ne les présentait pas, on présenterait une demi-Guadeloupe et personne ne le comprendrait. Donc finalement, qui a été exclu aujourd'hui de cet ouvrage? Eh bien, ça a été Mayotte, parce que c'est une collectivité sui generis se substituant au département et à la région, et dont le corpus juridique, je dirais, n'est pas encore suffisamment calé pour qu'on puisse en faire état. Et puis, la Polynésie française, qui, elle, est dotée de la compétence législative, et puis la Nouvelle-Calédonie. Cela ne veut pas dire que dans des extensions futures, nous n'irons pas sur ces territoires. Alors, le code lui-même, de quoi se constitue-t-il? Tout d'abord, il constitue de 4 parties. La première, c'est un rappel de ce que c'est que le droit des Outre-mer, et un rappel du cadre, tout simplement, européen dans lequel nous nous mouvons. N'oublions pas que les Outre-mer, les DOM et les Saint-Martin, Saint-Martin qui est un COM, font partie intégrante de l'Union européenne sous le statut de région ultra-périphérique, ce qui n'est pas le cas de toutes. Vous savez par exemple que Saint-Barthélemy a demandé à être PTOM, ce qui lui confère un statut différent.
Mais pour celles qui nous occupent, qui sont toutes des régions ultra-périphériques, ça leur donne une qualité, ça leur donne un statut et ça les rend éligibles à un article très célèbre, qui est l'article 349, qui permet justement de valider des différenciations à l'intérieur même du droit européen, qui est distinct du droit national. Et puis après, le cadre constitutionnel dans lequel nous opérons. Ce droit spécial, finalement, c'est un droit d'adaptation. Alors, quelles sont les sources de la différenciation? Il y en a trois, il faut rappeler ici, l'adaptation, la délégation et l'expérimentation. Très rapidement, l'adaptation, eh bien, pour celle de l'article 74, elle est de droit. Pour celle de l'article 73, elles sont inscrites dans la Constitution, puisqu'il s'agit des mesures d'adaptation nécessitées par les situations particulières, avec comme singularité que depuis les réformes de 2003 et 2008, elles peuvent être décidées par les collectivités eux-mêmes, ce qui est quand même un transfert de souveraineté non négligeable et qu'il faut apprécier, remarquez-le, qui est à l'intérieur de l'article 73. Voilà pourquoi on peut parler de continuum entre les différents régimes et qu'encore une fois, la division, je dirais, forte, qui a souvent été présentée entre le 73 et 74, s'estompe peu à peu. La deuxième source de l'adaptation, c'est la délégation, celle qui est régie par l'article 73, qui donne un pouvoir normatif délégué aux DROM, sauf la Réunion, qui s'en est auto-exclue, comme vous le savez. Et enfin, la troisième, c'est l'expérimentation, préconisée par l'article 72, mais qui ici, jusqu'ici, a été peu utilisée. Dans une deuxième partie, qui est la plus importante, qui va de la page 13 à 983, donc c'est l'essentiel de l'ouvrage, vous trouvez les dispositions codifiées commentées de 20 codes. Ce ne sont pas moins de 20 codes qui sont impactés par la singularité de l'outre-mer. Je crois qu'il faut s'y arrêter parce que ça montre bien finalement quelle épaisseur ce droit économique ultramarin représente dans nos vies, économique ou non économique d'ailleurs. Parce que quand vous prenez la liste des codes concernés, ce ne sont pas des codes mineurs. Vous avez tout simplement rien moins que le code civil, le code de commerce, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, le code du travail, le code général des impôts et des procédures fiscales, le code des douanes, pour citer les principaux. Donc vous voyez que c'est la vie économique elle-même qui est impactée par ces dispositions. Et donc, vous avez un millier de pages qui est consacré à cela, avec des morceaux plus importants que les autres. Le code du travail, par exemple, ce sont plus de 100 pages dérogatoires. Pour vous donner quelques exemples, les impôts, ce sont 120 pages dérogatoires. Et donc, vous voyez qu'encore une fois, il convenait d'en avoir un peu une appréhension globale pour se rendre compte si nous sommes vraiment toujours dans le même monde, dans un monde un peu différent. La troisième partie traite des dispositions non codifiées, puisqu'il y a eu des lois qui sont dédiées aux Outre-mer. Ce sont des lois qu'on qualifiera de transversales. Donc, il y en a qui sont un peu historiques, la loi de 83 relative à la commémoration de l'esclavage, mais il y en a qui jouent dans la vie de tous les jours, comme la loi relative à l'octroi de mer de 2004, la loi de 2009, qui est la célèbre loi sur le développement économique des Outre-mer, la loi de 2011, c'est la loi sur la résorption de l'habitat indigne, la loi de 2012, qu'on a appelée la loi Lurel, sur la régulation économique outre-mer, et la loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. On peut déjà anticiper qu'il y en aura eu certainement une septième, ça en voilà 6, qui est la future loi sur l'égalité réelle, qui nous est promise, et dont le rapport a été remis ce matin, et qui a d'ailleurs des pistes qui nous renvoient très directement à cela. Et vous verrez que, pour donner, par exemple, je vais vous prendre un exemple, dans la proposition numéro 23 du rapport Lurel, il est parlé des zones franches, eh bien, il serait beaucoup plus à l'aise pour parler des zones franches s'il existait déjà un statut d'entreprise ultramarine, parce que personne, sinon les ultramarins, ne pourrait le revendiquer. C'est un exemple. La quatrième partie traite des dispositions prises par les collectivités territoriales dans le cadre des habilitations dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà donc la structure générale. Donc, vous avez une préface faite par votre serviteur, une introduction qui a été rédigée par les rédacteurs eux-mêmes du texte. La présentation, pour finir, sous quelle forme est-elle faite? Eh bien, pour chaque nouvelle matière, vous avez 3 parties. Vous avez une introduction qui rappelle pourquoi la divergence entre le corpus local, je dirais le corpus ultramarin, et le droit commun, les fondements de cette divergence. La deuxième partie, ce sont les articles eux-mêmes. On rappelle les textes à la fois législatifs et réglementaires. Donc c'est pour ça que nous avons l'ambition d'en faire un ouvrage de référence, puisque c'est le droit positif du moment. Et enfin,
les commentaires, puisque les textes ne valent rien sans commentaires, et donc il est précisé quelle est la signification à donner à l'ensemble de ces dispositions. Voilà donc les quelques 1000 pages qui vous sont présentées aujourd'hui. Ce code est aujourd'hui publié dans les délais qui étaient annoncés. La première étape est donc faite. Nous avons rassemblé, nous avons codifié. Vous nous direz si c'est avec bonheur ou au contraire avec des erreurs et comment les corriger. Mais allons déjà plus loin. On peut annoncer la deuxième étape. La deuxième étape que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est celle du toilettage. Et il ne faudra pas hésiter à le faire. Puisqu'en réalité, finalement, ce droit dérogatoire doit être un droit efficace. Et donc, chaque page inutile doit être supprimée et remplacée par une page efficace. Parce que, politiquement, chaque page fait l'objet d'une conquête qui est difficile. Et donc, cette énergie politique ne doit pas être gaspillée. C'est un droit, en effet, qui a souvent été bataillé politiquement et qui a été bataillé à la faveur de circonstances politiques, voire même politiciennes. Donc, c'est un droit morcelé et c'est un droit qui est rarement inscrit dans la durée. Voilà pourquoi on y trouve des contradictions et voilà pourquoi on y trouve parfois cette impression un petit peu de fouillis et de patchwork. Et donc, la deuxième étape, c'est l'étape du toilettage. Puis vient la troisième, la plus importante. C'est ce que nous avons appelé l'inversion du paradigme. Parce que c'est le véritable aboutissement de l'exercice qui nous réunit aujourd'hui. Et encore une fois, je suis très heureux qu'un parlementaire soit avec nous, parce que ce message doit être entendu par ceux qui vont prendre le relais ou ne pas le prendre. Ce sera à eux de décider. Les enjeux sont immenses. Finalement, quand on prend du recul depuis 1946, toute politique politicienne mise de côté, on ne peut pas faire grief aux divers gouvernements d'être passés à côté de certaines réalités. C'est-à-dire que le mal-développement a été une préoccupation de tous les ministères post-coloniaux. Ils se sont acquittés avec plus ou moins de faveur et de bonheur de leurs tâches, mais tous ont essayé de le faire. Pour autant, la loi transversale, la loi économe en deniers publics, la loi génératrice de croissance inclusive, c'est encore la recherche du Graal. Et donc, il y a encore manifestement du travail à faire pour arriver à trouver les règles du jeu qui seront les bonnes. Et encore une fois, cette loi d'égalité réelle a cette ambition. C'est précisément de ces textes durables que nous avons besoin et non de la succession de dispositions éparses et fugitives qui caractérisent l'essentiel de notre droit économique ultramarin. Au lieu d'un droit des Outre-mer, souvent instrumentalisé et circonstanciel, enregistrant en aval le résultat de tractations à visée politique immédiate, imaginons un droit cohérent, rédigé en amont de toute préoccupation instantanée et surtout investi d'une mission impérative, se placer au service d'un véritable projet économique pour les Outre-mer. C'est ce que nous appelons l'inversion du paradigme. Non plus un droit au service de stratégies momentanées, mais un droit au service d'un projet économique pensé et écrit dans la durée. La démarche pourrait même aller jusqu'à l'émergence d'une notion nouvelle, celle d'un véritable statut de l'entreprise de l'outre-mer, faisant pendant à une version européenne du genre, le statut de l'entreprise ultra-périphérique. Chacun en voit bien la finalité, la sanctuarisation de dispositions ancrées dans le temps, mais également la mise en évidence méthodologique de la différenciation, ce qui a pour effet de libérer l'imagination politique des parlementaires qui ne seront plus entravés par la sempiternelle objection. Vous ne pouvez pas aller au-delà d'une certaine limite, leur dit-on, car si tout le monde, toutes les entreprises de l'Hexagone demandent ce que vous proposez, le budget de l'État ne s'en remettra pas. La reconnaissance d'un statut de l'entreprise ultramarine apporterait une réplique dirimante à cette objection. Dès lors que seules les entreprises disposant d'une réelle activité dominante outre-mer et donc bénéficiaires dudit statut pourraient prétendre aux dispositions proposées. Cette troisième étape prend donc la forme d'une offre, d'un passage de témoins. Puisse notre travail appeler l'attention non seulement des praticiens, mais aussi des parlementaires, former un consensus transpolitique et puisse-t-il constituer une base méthodologique vers la mise en œuvre d'un modèle économique ultramarin original, adapté, durable, stable et légitimement différencié. Car comme le dit si bien la maxime européenne, l'inégalité consiste à traiter de façon différente des situations comparables, mais aussi, ne l'oublions jamais, à traiter de façon similaire des situations différentes. Voilà, la Cesium a donc cherché modestement à proposer le premier pas de cette nouvelle méthode par la rédaction et la publication du premier code de l'entreprise en Outre-mer. En conclusion, mesdames et messieurs les professionnels du droit,
Et avant même d'envisager un tel statut, nous en sommes à la première étape, celle du code lui-même. Vous disposez maintenant d'un code qui couvre la réalité de tous les acteurs économiques privés des départements et régions d'outre-mer, soit 130 000 entreprises pour 7 territoires, Mayotte non comprise, sur les 152 000 ressortissants que comptent les 11 CCI d'outre-mer. Ce code sera publié en ligne. Le lien sera ouvert dans le mois qui vient sur le site de la CCI, sur le site de CCI France et sur le site de LexisNexis. Il sera par ailleurs mis à jour trimestriellement par Internet par le cabinet rédacteur. Je vais donc maintenant passer la parole au bâtonnier Marceline, qui m'a fait l'amitié de consacrer une partie de son temps à l'examen de l'ouvrage, pour lui demander quel regard elle porte sur la démarche et son résultat, ceci avec la compétence, la liberté de ton que nous lui connaissons tous. Puis la parole sera libre, donnée à l'assistance pour qu'elle-même puisse donner son point de vue sur le sujet. Avec mes remerciements renouvelés, Madame le bâtonnier, je vous souhaite donc la parole. Merci. Monsieur le Président de la collectivité Martinique, Messieurs les Présidents, Monsieur le bâtonnier Dominique Nicolas, Monsieur le Président. Je dois tout d'abord, et vous le comprendrez bien, remercier le Président de l'honneur qu'il me fait en me demandant d'être premier lecteur. Mais c'est un honneur redoutable. Je ne savais pas que le fait d'avoir été souvent premier lecteur de romans allait lui donner l'idée d'être premier lecteur du Code de l'entreprise en Outre-mer, parce que l'exercice est redoutablement différent. Et vous vous doutez bien que, compte tenu de l'importance de l'ouvrage, que je n'ai eu que le temps de le parcourir quelque peu. Mais cela a suffi pour que le regard du professionnel que je suis ait d'abord été, je dirais, étonné, ravi de l'importance du travail. Quand on a un code entre les mains, nous avons l'habitude d'avoir le petit code rouge et même le code LexisNexis, mais quand on a ce code entre les mains et qu'on le feuillette, on mesure, et en tant qu'avocat, c'est vraiment, on mesure le travail qui a été fait. Parce que nous sommes, Monsieur le Président, c'est à ce titre que vous me demandez d'être premier lecteur, nous sommes les conseils des chefs d'entreprise, nous sommes les conseils des investisseurs, les conseils des collectivités, des financiers, et donc par conséquent, tout ce qui touche l'entreprise nous est familier. Et donc, il est évident que pour nous, praticiens, le regard que nous portons sur ce travail est effectivement important. Et la première chose que nous découvrons en tant que praticiens, c'est le gain de temps extraordinaire que vous allez nous apporter. Quand nous avons un tel code, qui, vous l'avez dit, constitue un travail de compilation, mais pas seulement. Mais même ce travail de compilation, nous permet d'avoir dans un seul recueil la totalité des dispositions, et vous l'avez dit, qui ont été prises, soit ce sont des dispositions codifiées, des dispositions non codifiées, ou des dispositions prises par les collectivités habilitées. Donc nous avons entre les mains, pour donner le conseil qu'on est venu nous solliciter, puisque avant tout c'est pour cela, nous avons entre les mains un ouvrage qui va nous permettre d'accéder directement à une source d'information que nous pourrons développer, mais nous avons ce document entre les mains. Et outre la compilation, l'innovation, c'est justement cette distinction entre parties codifiées, parties non codifiées et des dispositions prises par les collectivités habilitées. Et pour mieux rendre compte de mon propos, je voudrais l'illustrer avec deux exemples tirés de codification, de dispositions concernant deux domaines. Le choix est totalement arbitraire. J'ai choisi le Code civil et l'indivision et le Code de la propriété publique, les 50 pages géométriques. Arbitraire, puisque comme le Président vous a dit, il y a 20 codes qui sont traités. Et spontanément, s'agissant du Code de l'entreprise, on aurait pu penser qu'on aurait pu s'intéresser d'abord au Code de commerce. Et il y avait de quoi faire. Le registre du commerce, la question des prix, c'était tentant. Il y a également le Code des transports, avec le problème de la continuité territoriale, l'autorité unique de transport qui a été instaurée, la réforme portuaire,
Tout cela, ce sont des domaines qui non seulement sont importants, mais sont d'actualité et touchent notre quotidien. Il y a également le code de l'urbanisme, le code de la construction et de l'habitation, le code de l'environnement. Donc, toutes ces matières, il y avait de quoi dire parce que tout cela nous concerne directement. J'ai choisi le code civil et l'indivision et pourtant, en matière de code civil, le président disait tout à l'heure que le code du travail, les dispositions, c'est plus de 100 pages. Là, il y en a très peu parce qu'il y a une disposition notable concernant le code civil, c'est la question de l'indivision. Alors, si j'ai choisi l'indivision, c'est pas seulement, et monsieur le bâtonnier le sait, parce que c'est un domaine qui m'intéresse, mais c'est parce que c'est un domaine qui est au cœur de nos sociétés. Quel que soit l'aspect que le praticien va traiter, et quand je parle du praticien, je ne pense pas seulement à l'avocat, je pense au notaire, je pense à l'expert comptable, je pense aussi aux professionnels, les banquiers qui vont financer. La question de l'indivision est au cœur de nos sociétés, parce que c'est un véritable fléau, parce que du fait que de l'indivision, vous avez tout un pan du patrimoine qui n'est pas valorisé, ce qui conduit à ce que ce patrimoine ne puisse pas rentrer dans le circuit normal de l'économie, ne puisse pas être, par exemple, apporté en garantie lorsqu'on veut faire un prêt, ne puisse pas non plus, avec le capital ou la réalisation du capital qu'on pourrait avoir, l'investir dans un projet qui soit un projet commercial et immobilier. Donc cette question de l'indivision est au cœur, me semble-t-il, de nos sociétés ultramarines. Le Code civil a évolué. En 2006 et en 2009, il y a eu des réformes importantes qui ont facilité la gestion de l'indivision. On est passé d'une règle de majorité à une règle des 2/3 pour permettre à des co-indivisaires qui avaient les 2/3 des droits de pouvoir plus facilement gérer l'indivision, prendre des mesures pour éviter que le bien ne se dégrade trop. S'agissant de l'outre-mer, une disposition particulière a été prise, c'est l'article 815.7.1 et qui permet, s'agissant de l'outre-mer, pour un indivisaire, là il n'y a plus la majorité des 2/3, lorsque un bien est vacant depuis plus de 2 ans, de pouvoir, en sollicitant l'autorisation du président du tribunal, permettre de le mettre en valeur par différentes dispositions. Cette disposition, cette adaptation, vous comprendrez bien qu'elle était destinée à permettre d'éviter la squattérisation, parce que le phénomène de l'indivision avec ces biens qui sont là, qui ne peuvent pas entraîner une décision unanime des héritiers, sont souvent squattés ou bien ils sont dégradés. Et nous avons dans les villes et dans les bourgs ce qu'on appelle souvent les dents creuses. Force est de constater, s'agissant de l'indivision, que le but recherché par la législation n'a pas été obtenu. Et ça me permettra, dans le deuxième point, de voir les améliorations qui sont possibles. Et je me réjouis, avec vous, Monsieur le Président, de la présence du président parlementaire, parce que nous avons un travail commun à faire. Donc ça, c'était un premier point pour montrer l'importance et mettre en perspective ce travail d'adaptation concernant l'outre-mer, qui était destiné, dans un premier temps, à pouvoir faire face à une situation qui est une situation qui est critique. Le deuxième point que j'ai choisi d'illustrer, c'est le patrimoine, c'est la propriété de la puissance publique, et j'ai choisi de l'illustrer par la question des 50 pages géométriques. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, s'il y a bien une question qui est spécifique, je dirais, à l'outre-mer, c'est bien la question des 50 pages géométriques. Qui plus est, cette question est une question importante, là aussi, pour nos sociétés. D'abord parce qu'elle connaît une zone d'habitat informel. On sait très bien que ce sont des zones qui ont été occupées, sans droit ni titre, mais cela date de plusieurs années. Ensuite, coexistent sur cette zone des activités économiques et également des réserves naturelles. L'action des politiques a tendu davantage à protéger ou à permettre
aux particuliers d'obtenir des droits. Et toute l'action qui a été menée ces dernières années a consisté à permettre aux occupants d'obtenir des titres. Et c'est en ce sens que l'agence des 50 pas géométriques a été créée, qui avait au départ une durée déterminée, durée qui a été prolongée 3 ou 4 fois, je crois qu'on doit être à la quatrième fois, jusqu'à 2021 ou 2020 si mes souvenirs sont bons. Mais cela est destiné à permettre aux occupants d'obtenir un titre et de pouvoir, étant propriétaire, rentrer dans le circuit, parce que ce n'était pas seulement permettre à des personnes physiques d'obtenir un droit de propriété, cela permet aussi de rentrer dans un circuit économique, de pouvoir mettre en valeur ce bien, de le rénover, de pouvoir le louer, de pouvoir l'apporter en garantie. Et donc là aussi, c'est toute l'économie qui en bénéficie. Et à ce titre, ma consoeur Camouillet, qui est dans la salle, qui est intervenue sur ces questions, sait comment il est important que les avocats accompagnent aussi bien les personnes physiques que les collectivités, que les administrations, sur le travail de mise en conformité du droit sur l'occupation de ce domaine public. Donc ça, voilà 2 exemples que j'ai tenu à prendre pour illustrer l'intérêt de ce code pour nous permettre d'appréhender et de mieux conseiller les clients que nous aurons. Mais en regardant aussi, en ayant ce code entre les mains, il m'a permis de toucher du doigt davantage un point qui me paraît important. C'est celui, en mettant en transversalité les différentes régions d'outre-mer qui sont concernées. Vous avez bien dit, Monsieur le Président, que ce sont les collectivités régies par l'identité législative, mais ça permet de prendre conscience qu'il y a cette outre-mer et que cette outre-mer constitue une communauté d'intérêt. Et cette notion des communautés d'intérêt, on est peut-être loin de la notion juridique de droit, mais je crois qu'elle est essentielle il est essentiel de l'appréhender, et encore plus pour les professionnels que nous sommes. Et le président nous a dit, il a écrit, que ce code constitue un appel aux différents intervenants, aux chefs d'entreprise, à leurs conseils, à leurs représentants, aux élus, je dirais à jouer collectif, si vous le permettez, Monsieur le Président, d'employer cette expression. Vous avez dit que ce texte, c'est une première étape. La deuxième, c'est le toilettage. La troisième étape, c'est la création du code de l'entreprise ultramarine. Dans ce travail, la prochaine étape, le travail de toilettage, vous nous demandez de jouer collectif et c'est essentiel. Je crois que si l'on ne comprend pas que nous avons changé, ou nous sommes en train de changer d'époque, et que nous sommes en train de pouvoir, nous, acteurs martiniquais, ensemble, prendre en main la conception que nous avons du développement de nos territoires. Si nous ne le comprenons pas que c'est en le faisant ensemble que nous allons y arriver, je crois que nous allons rater quelque chose. Et si vous le permettez, dans ce jeu collectif, je vais prendre 2 mêmes exemples, qui sont celui de l'indivision et celui des 50 pas géométriques. Dans le domaine de l'indivision, je vous ai indiqué que, manifestement, lorsqu'on est sur le terrain, l'on se rend bien compte que même les adaptations qui ont été faites ne sont pas suffisantes. Et nous touchons du doigt à une réalité de l'outre-mer qui doit nous permettre que cette majorité des 2/3 qui a été prévue pour la gestion doit être appliquée à la cession. Et je m'explique. Nous sommes des territoires qui n'ont pas la même histoire que le continent ou que la métropole. Et donc, lorsque les professionnels, qui sont les notaires et les avocats, sont confrontés aux questions d'indivision, ils sont
confrontés à des problèmes de succession successive. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations qui sont en cause et le travail qui est à faire est un travail colossal qui rebute beaucoup, quelquefois le professionnel, et souvent les personnes, parce qu'elles n'ont ni le courage, ni l'énergie, ni les moyens de pouvoir utiliser la procédure qui est mise à leur disposition à l'heure actuelle, qui est une position un peu complexe lorsqu'on veut arriver à la procédure de vente et de partage. Or, la réalité du terrain nous amène à constater que c'est rarement plus qu'une ou deux personnes qui bloquent la liquidation d'une succession. C'est dire que si on appliquait à nos situations actuelles la règle des 2/3 pour pouvoir obtenir la cession, le partage, la liquidation de la succession, on réglerait un très grand nombre de successions. Et ce faisant, nous pourrions donc non seulement faire œuvre, je dirais, pour les familles de paix familiale, mais également nous allons au niveau du développement des bourgs et des communes éviter que nous ayons ces fameuses dents creuses et ensuite permettre à ces personnes d'avoir ce capital, ce patrimoine qu'ils pourront réinvestir. Donc là, concrètement, nous avons, avocats, notaires, élus, la possibilité de faire un travail pour pouvoir améliorer l'adaptation qui est faite. Le deuxième point, c'est la question de la zone des 50 pas géométriques. Le dernier texte qui est paru en octobre 2015 sur l'adaptation du droit des Outre-mer prévoit que en 2021, le transfert des propriétés qui sont actuellement propriétés de l'agence des 50 pas, tout cela sera transféré aux collectivités région Guadeloupe et collectivités de Martinique. 2021 au plus tard. Et le texte prévoit également qu'en 2018, l'État et les collectivités qui sont destinées à recevoir ce patrimoine devront mettre en place un schéma d'aménagement et de développement. 2018. Comment peut-on imaginer si justement on ne met pas en cohérence ce droit patrimonial qui va exister, mais en cohérence avec les mêmes dispositions qui sont applicables, s'agissant de l'énergie, de l'environnement, de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire toutes ces dispositions qu'on va retrouver dans les différents codes, si on ne veut pas les mettre en harmonie pour pouvoir créer ce fameux cet engagement, ce schéma de développement, on n'y arrivera pas. Donc, et 2018, c'est demain. Donc, par conséquent, nous avons un impératif. Si nous voulons réussir, et je dis le nous collectif, c'est-à-dire nous, les acteurs économiques, chefs d'entreprise, les conseillers, vous, CCIE, mais nous aussi, élus, si nous voulons réussir l'aménagement du territoire, si nous voulons réussir à donner aux entreprises qui veulent innover en investissement dans les nouvelles technologies, dans l'énergie éolienne, maritime, il faut que nous trois l'aitions effectivement pour mettre en cohérence toutes ces dispositions pour créer ce fameux schéma d'aménagement. Donc voilà de façon concrète, Monsieur le Président, et vous me permettrez de n'avoir pas pu aller plus loin parce que vraiment je n'aurais pas eu le temps. Voilà les deux domaines dans lesquels j'ai voulu travailler pour vous donner des exemples concrets, d'une part de l'intérêt, d'autre part des perspectives, en vous disant qu'à titre personnel, je suis sûr que tous les avocats adhèrent au projet de jouet collectif. Et s'agissant de mon bâtonnier, je sais, parce que vous l'avez rencontré, qu'il est prêt à engager toute l'institution dans un partenariat fructueux. Merci. Encore merci, Madame le bâtonnier, de vous être pliée effectivement à ces exigences de temps que je vous ai proposées et d'avoir en si peu de temps résumé la matière de façon aussi dense et surtout de façon aussi constructive.
car vous avez bien compris la dimension dynamique de la démarche qui est la nôtre. C'est encore une fois un point de départ, et d'ailleurs je vais immédiatement engager le deuxième pas en le proposant à la salle qui va prendre la parole pour ceux d'entre eux qui le souhaitent. Monsieur le bâtonnier, Monsieur le Président Marie-Jeanne, qui souhaite s'exprimer? Seigneur, non, mais je préfère me retourner vers vous. Je ne veux pas vous donner le dos. Allô, ça passe? Merci de m'avoir invité. Il faut savoir que les différents plans d'aménagement et de proposition de nos territoires n'ont pas manqué. Des fois, nous avançons par bon. Mais des fois aussi, il y a des reculs ou des appréciations différentes lorsqu'il s'agit d'équiper un pays. C'est vrai. Vous avez évoqué des sujets relativement importants et complexes. c'est le texte. S'il y a un domaine qu'on a peut-être oublié, c'est le domaine de la coopération. Écoutez, je pose la question, peut-on cheminer en oubliant notre bassin d'ancrage, la Caraïbe? Je fais exprès. Parce que longtemps, on a considéré la Caraïbe comme un monde à part. Je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai. Donc chacun peut avoir cette matière. Je fais exprès de dire, mais voilà un domaine qui me paraissait très important. Ce n'est pas un reproche que je vous fais. Mais chacun peut avoir une conception de la coopération de façon différente. Il fut un temps où on pensait que la Caraïbe ne nous apportait rien. Et regardez ce qui se fait actuellement, les derniers chiffres disent, de par le monde, c'est les derniers chiffres qui veulent sortir du point de vue du tourisme, ce qu'on appelle la zone Caraïbe, de façon générale, a reçu beaucoup plus de touristes, je ne mens pas, que le reste du monde, y compris de l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre zone, notre continent, que j'avais baptisé à l'époque le 6e continent par provocation, la seule remarque que je fais, est en train de bouger. Va-t-on rester indifférent à cela, quoi? J'aborde un sujet que l'on n'a pas effleuré. Chacun peut avoir sa conception particulière. Personnellement, je suis un Caribéen convaincu. C'est uniquement ça que je voulais dire. Et qu'on ne saurait rester différent à ce qui se passe, à ce qui bouge. On n'est pas obligé d'être d'accord avec nous. Ce n'est pas ça le problème. Mais chacun a le droit dans ce pays de s'exprimer sur des sujets bien particuliers. Et on peut être en désaccord. Moi, j'aime bien le débat. Mais les choses avancent malgré tout, c'est ce que je veux faire comprendre. Et le livre que vous venez de publier, mais c'est un recueil fantastique. C'est un point de repère, mais ce n'est pas un aboutissement. Ce que je veux faire comprendre. Que par conséquent, il faut compléter, il faut y aller. Et nous sommes prêts. Ce n'est pas parce que je suis devant vous, je l'ai dit, nous sommes prêts à vous accompagner. Mais pas forcément dans tous les domaines. Il y a des domaines où je peux être réticent, où on n'a pas avoir la même conception que vous. Et il faut admettre ça. Vous avez évoqué un problème particulier qui est le problème au-delà de l'aménagement du territoire, que je comprends très bien. Que je comprends excellemment bien. Mais il ne faudrait pas que le transfert, par exemple, de la gestion de la zone des 50 pas géométriques conduit à des débordements incontrôlables, non plus. Gérer la zone des 50 pas géométriques, c'est revaloriser ça pour le bien commun. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais s'il s'agit de redistribuer ça à des particuliers pour faire n'importe quoi, je ne suis pas d'accord. Vous permettez de dire, je ne suis pas d'accord. Je veux bien gérer,
Nous voulons bien aménager, mais pour le bien public. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il s'agit de classer des gens là, de les mettre là de façon éparpillée, sans qu'il y ait une revalorisation de nos pays, je ne marche pas. J'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que l'on me transfère une compétence, et vous savez bien que je suis pour le transfert des compétences au maximum. Mais je veux dire, c'est pour aller dans un sens global de développement de son pays. J'espère que l'on me comprend en filigrane. Lorsque l'on me parle, par exemple, d'un sujet préoccupant qui est l'énergie. Ah, l'énergie. Les propositions d'énergie par-ci, par-là, oui, je veux bien. Mais par exemple, je fais exprès de mettre le pied dans la place, si on me dit que l'on doit faire un projet charbon, bagasse, gazole, je dis non. J'ai le droit de dire non. Je suis très franc, j'ai le droit de dire non. Est-ce que ça veut dire que je suis contre le développement de l'énergie renouvelable? Non. Mais je suis contre le modèle que l'on peut m'imposer. Dans cette matière, je ne suis pas d'accord. D'autant que ce projet-là, je l'ai combattu. J'ai donné un avis défavorable parce que je savais au départ qu'il n'était pas convenable. Il vient plus loin devant vous, au risque de blesser certaines personnes. Lorsque Albiomia a demandé à me voir à maintes reprises, je n'ai pas voulu le recevoir. Parce que dès le départ, on m'a couillonné. J'avais à l'expliquer alors que j'étais président de région. Ce n'est pas pour parler de moi. Et leur expliquer, on est venu me voir, on m'a présenté un dossier en me disant que ce dossier utiliserait, c'est une transition, etc. J'ai dit, bon, ben, si c'est une transition, on peut admettre à ce moment-là, disons, une petite dérogation. Mais quand je découvre après coup que ces charbons, ces bagasses, ces importations de sciure, de bois par-ci, par-là, j'ai dit non. Et j'ai signé non. Donc je préfère être très franc. Il faut que dans ce débat, qu'il soit démocratique, que l'on comprenne les positions de chacun. C'est aussi simple que ça. Et puis regardez ce qui se fait en France même. On a l'impression que parce que nous sommes à 7000 km, on ne sait pas ce qui se fait en France. On ne sait pas ce qui se passe. Regardez le débat à ce niveau en France. Tantôt un ministre arrive, on va supprimer l'énergie nucléaire. Tantôt le lendemain, après on dit non. Ça veut dire bien qu'il y a un débat. Ça veut dire qu'il y a un débat, qu'il y a progression, bon. Et puis on trouve une solution à un moment donné. Mais on ne peut pas m'imposer un truc à ce niveau-là. C'est ça que je veux faire comprendre. Et à ce sujet, je rappelle, et je n'aime pas parler de moi, à un moment donné, ce sujet était tellement important que je viens d'évoquer, que du fait que j'étais je parle de moi, ce n'est pas simplement pour parler de moi. Si vous parlez des propositions qu'on avait faites à l'époque, c'est uniquement comme ça il faut l'interpréter. Il se trouve que j'étais bien député. Je suis redevenu, je suis un revenant de mon propre pays. Et que par conséquent, on m'avait chargé du fait que j'étais député. Vous savez qu'il y a ce que vous avez évoqué, les régions ultra-périphériques. Ben, on m'avait demandé de faire une étude, on m'a demandé à moi de faire une étude, parce qu'à ce moment-là, j'étais président des régions ultra-périphériques, même si c'est par intérim à un moment donné. Pas président désigné de tous ces pays-là, c'est pas ça. On m'a chargé de faire relever les potentialités durables pour tous ces pays-là. Mais pour tous ces pays-là. À savoir Canaries, Açores, Madère, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc. Durable. On a trouvé que ici c'était la géothermie, là c'était quoi? C'était un fleuve, là c'était tout ce que vous voulez, quoi. Énergie éolienne, là c'était l'énergie marine, etc. Et c'est ainsi que nous avons découvert, très simplement, nous parlons très objectivement, nous avons fait des enquêtes et nous avons trouvé qu'à Bellefontaine, il y avait la possibilité, ce que vous connaissez,
le différentiel de température qu'on pouvait mettre, c'est nous qui l'avons découvert, ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc tout ceci a existé. Que par conséquent, aujourd'hui, pour me comprendre, je vais peut-être terminer. Je suis d'accord pour tout ça. Mais ne venez pas dire que personne n'a rien fait ou qu'on ne se bat pas pour aller de l'avant. C'est ça que je vais faire comprendre. Chacun fait ses propositions. Chacun a le droit de dire, dans cette matière, je préfère ceci à cela. Et comment se fait-il qu'ici, dans ce pays, on ne peut pas dire que je préfère qu'on installe, moi, de l'énergie éolienne par ici? Le premier exemple a été fait par nous, hein, au Falkland. On a essayé. On essaie de faire avancer. Ça doit s'améliorer. Qu'on innove, qu'on améliore, très bien. Mais qu'on ne va pas en marche à rien. Quoi. On ne va pas me demander de faire ça. On regarde avec la plus grande sincérité. Ne me demandez pas ça. Sur des sujets aussi pointus, ne me demandez pas ça. Mais s'il s'agit de réfléchir, de travailler ensemble, comptez sur moi. C'est tout ce que je dis. C'est ça que j'explique pour tout le monde. Il n'y a pas d'ambiguïté. Excusez-moi, Monsieur le Président, vous savez, j'ai déjà dit, il ne faut pas me donner souvent la parole, parce que je risque de froisser mes camarades, parce que je considère que nous sommes une seule famille. C'est vous qui n'avez pas encore compris ça. Je suis des vôtres et je resterai des vôtres. Et je suis un Caraïbéen convaincu, des pièces à la cabeza, de la tête aux pieds, en passant par le mi-temps, tout ce que vous voulez. Je ne vais pas changer. J'admets qu'on doit assumer notre carabinianité. Est-ce que pour autant, je dis qu'il faut rompre les amarres avec l'Europe? Non! Est-ce qu'il faut rompre les amarres avec la France? Non! Un dernier point. Les choses bougent tellement. Ces jours-ci, j'ai eu à recevoir la visite, écoutez-moi bien, même si on a fait l'impasse sur l'information. L'ambassadeur de l'Inde en France. Je n'avais pas demandé, moi, de recevoir l'ambassadeur de l'Inde en France. Je n'avais pas demandé ça, moi. Mais il se trouve que j'étais président, je suis président là, il dit, j'ai besoin de voir, je vous écris, pouvez-vous me recevoir? J'ai dit, beaucoup. Vous savez ce que le type m'a dit? Je suis prêt à vous aider, monsieur. Il ne sait pas, il ne rentre pas dans les compines si on est région, collectivité territoriale de Martinique. Pour lui, vous êtes le président de la Martinique. Je suis obligé de lui dire, c'est pas ça. Mais il est prêt, il ne m'achète pas, me dit, je suis prêt à vous aider. Comme on fait, si vous voulez une aide pour développer votre pays par ici, voilà. Est-ce que nous parlons très objectivement? Lorsqu'on vient vous faire ça, vous allez vous laisser acheter ou bien vous allez dire, mais est-ce qu'il n'y a pas là une possibilité de développer mon pays dans un sens bien précis? Est-ce que je vais cracher sur ça? Le monde change. Et ce que je vais vous faire comprendre pour tenir de cette révolution-là, c'est que je vais faire comprendre rien d'autre. Quand je dis ça, je ne crois pas avoir offensé les gens. Pas très objectivement et très franchement, vous me connaissez. La Chine a fait la même chose, l'ambassadeur, il m'a même invité en Chine. Vous me voyez aller en Chine, discuter avec... Qu'est-ce qu'on... C'est la donne mondiale qui change. C'est ce que je veux vous faire comprendre. La donne qui change d'une façon générale et que par conséquent, vous êtes tous des types intelligents. Et sans flatter, tout ça diplôme, j'autre niant. Moi, la différence avec vous, et je termine là-dessus, pour qu'il n'y ait pas de problème, moi, j'ai appris, j'étais sur les mêmes bancs de l'école que vous. J'ai le même diplôme que vous. Pas autant peut-être. Mais j'ai un truc, j'ai tropicalisé mon savoir. Pour le mettre à la disposition de mon pays, voilà ce que je suis et ce que je resterai. Merci en pile. Merci beaucoup, Président. Merci encore, Président. En tout cas, nous avons compris que la démarche qui est la nôtre obtenait plutôt un feu vert de votre part et plutôt qu'un feu rouge. C'est ce que j'ai compris, puisque vous nous avez parlé de prise en charge du pouvoir local et notamment du droit local. On est d'accord. C'est bien de ça que je parle. C'est bien de ça que je parle. Merci, Président. Monsieur le bâtonnier, vous vouliez vous exprimer?
Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Je voudrais effectivement rebondir sur les belles paroles du Président Marie-Jeanne pour dire qu'effectivement le monde a changé. Le monde a changé et le Code de l'entreprise outre-mer me va bien, me parle bien, d'autant plus que depuis déjà 4 mois, j'essaye de faire comprendre que l'ordre que je dirige est composé d'entreprises. Les avocats sont des entreprises sur un marché. Et effectivement, non seulement nous avons besoin de conseiller nos clients, et c'est un outil qui nous permettra de le faire, je dirais, mieux encore, mais quelquefois nous conseiller nous-mêmes. Parce qu'effectivement, certains d'entre nous ont longtemps oublié que nous sommes une entreprise sur le marché, et puis nous avons été presque formatés dans ce pays pour imaginer que nos revenus, nous les tirons de l'État, que finalement le modèle est un modèle finalement de l'administration. Jusqu'aux avocats qui finalement, pour certains, ont toujours imaginé que leurs revenus, ils les prenaient principalement au niveau de l'aide juridictionnelle et de la commission d'office et accessoirement sur le marché privé. C'est l'inverse que nous voulons faire. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à être reçu par l'ensemble des élus de ce pays, par les présidents de chambre. J'ai été effectivement reçu par le président de la Chambre de commerce, Chambre d'agriculture, Chambre des métiers. J'attends la réponse du président Marie-Jeanne parce que nous aurions effectivement des choses à lui dire sur ces problèmes d'indivision à résoudre dans notre pays, parce que peut-être faudra-t-il inventer, j'espère, une banque de données, peu importe, une solution qui permettra de résoudre les problèmes, parce que en impactant toute cette économie, ces éléments dans notre pays, on va faire bouger les lignes. Alors c'est vrai que souvent, quand on parle de l'entreprise, certains n'ont pas compris que les emplois de demain sont là. Beaucoup n'ont pas compris. En tout cas, l'État nous a fait parvenir des signaux très forts. Le premier, c'est que, en ce qui concerne notre profession, aide juridictionnelle, commission d'office, ces sommes venant de l'État vont très largement diminuer et seront switchées par les revenus, en tout cas, des assurances. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un doit obtenir l'aide juridictionnelle, eh bien, on doit vérifier qu'il ne détient pas déjà une protection juridique, une assurance classique. S'il l'a, il n'aura pas l'aide juridictionnelle. Et puis par ailleurs, ce qu'on appelle finalement l'espèce de marché protégé, qui est de la postulation, vous savez que les avocats postulent autour de leur cour d'appel, donc ça va disparaître. Ça veut dire que le marché va s'ouvrir et ces entreprises-là ont intérêt à avoir une démarche qui est véritablement entrepreneuriale, avoir une stratégie, avoir un plan de communication. Et c'est vrai que quelquefois les mots que l'on emploie sont, pour certains d'entre nous dans notre profession, injurieux, parce que l'avocat ne se vit pas du tout comme un commerçant, loin de là. Ceci étant dit, l'économie parle. L'économie parle. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'un outil comme celui-là arrive, eh bien, les avocats doivent être en première ligne. On m'a souvent dit, bâtonnier, je ne comprends pas, ça fait plusieurs années que je suis là, je n'ai jamais vu un bâtonnier venir dans les collectivités, demander d'être reçu, expliquer que nous avons besoin d'un coup de main. Nous avons besoin d'un vrai partenariat entre le barreau et puis les entreprises publiques et privées. Et puis j'ai envie de dire aussi, ce qui fâche quelques élus quand je leur dis, je ne comprends pas que 90% de la commande publique en droit public soit achetée à Paris. Alors on me répondra, les avocats martiniquais ne sont pas bons. Les avocats martiniquais n'ont pas fait les mêmes études que les autres. Que les avocats martiniquais parlent. Que finalement, c'est pas les bonnes personnes. Sauf que, lorsqu'un produit est acheté, à Paris, droit public singulièrement et pas seulement, et qu'il est sous-traité en Martinique, pendant que celui qui l'a commercialisé depuis Paris parle du produit dans l'avion, parce que vous savez, quand vous êtes au début de l'avion, vous savez, là où on parle beaucoup, eh bien les dossiers dont on parle, ce n'est pas les avocats martiniquais qui en parlent, ce sont ceux qui viennent depuis Paris, qui ont obtenu le marché, et que nous sommes en train de faire ici. Lorsque nous sous-traitons et que on facture ce que nous devons facturer, et que nous savons finalement ce que, par ailleurs, a été facturé, c'est 4, 5, 6 fois plus. Il faut dire ça. Alors, il y a des mots qui fâchent. Le colonialisme n'est pas dans la bouche ni de celui-ci, ni de celui-là. Il est dans la décision souvent de l'élu local qui fait ces choix-là. Et je pense qu'il y a des mauvais partout, mais il y a des bons. Le marché sur lequel nous sommes, en tout cas, puisque je parle de ma profession, il y a en France 90 avocats pour 100 000 habitants. En Martinique, il y a à peu près 400 000 personnes, on devrait être 360. Il y a à peu près 185, 2 fois moins. Ça veut dire que le marché existe, sauf qu'il ne répond pas de la même manière. Et quand on sait qui sont les donneurs d'ordre, qui commandent, qui achètent les produits que nous vendons, il y a un vrai problème.
alors peut-être qu'il y a des problèmes partout. Ceux qui vendent les produits ne se font pas connaître parce qu'ils ont été formatés pour ne pas bouger. Eh bien, il faut que l'on sache quels sont les produits qui sont vendus par les professionnels que nous sommes. Quels sont les produits? Deuxièmement, à quel coût? Parce qu'on a besoin de visibilité. Et le président de la Chambre m'avait dit à juste titre, il faut effectivement que ceux qui vendent des produits soient adossés à des marques importantes pour qu'on ait des garanties sur les produits qui sont commercialisés. Alors je suis désolé de parler comme cela des produits qui sont vendus par les avocats, mais ce n'est pas autre chose. Eh bien, l'entreprise martiniquaise qui vend du droit sur notre marché, eh bien, il faut qu'on s'y penche. Et tous les élus que je vois, au fur et à mesure, et tous les décideurs, disent la même chose. Il faut que ça change. Faisons-le. Et le président Marie-Jeanne a dit tout à l'heure que le monde change, eh bien, il faut que nous changions avec. Et il ne faut absolument pas que nous puissions laisser eh bien, un certain nombre d'entreprises locales qui vendent du droit sur le marché en faisant croire qu'elles ne sont pas bonnes. Je peux vous dire, moi, que si vous cherchez un bon fiscaliste pointu, jeune pas cher, j'en ai en magasin. Si vous cherchez un publiciste pointu, il y en a, j'en connais. Ils ne sont peut-être pas nés en Martinique, mais ils vivent ici. Et ce qui fait que pour moi, on est un bon Martiniquais, c'est quand on vit ici, quand on travaille ici, quand on produit ici, quand on achète ici. C'est ça pour moi. Et je pense que le bâtonnat, c'est pas long, mais je suis persuadé que je vais bouger les lignes avec de tous ceux qui m'ont dit que nous étions prêts. Alors vous verrez certainement, avant longtemps, une maison du barreau dans notre pays, à Fort-de-France. Parce que quand on veut vendre des produits, il faut qu'on ait une vitrine, il faut qu'on ait un lieu, il ne faut pas qu'on habite chez les autres, il faut qu'on arrête d'habiter chez maman. C'est la raison pour laquelle je compte sur tous ceux qui comprennent ce langage, celui d'une vraie entreprise, sur un vrai marché. Ceux qui comprennent ce que ça signifie maximiser sous contrainte, pour qu'en fait, finalement, avec tous, et j'attends vraiment l'entretien avec le président Marie-Jeanne sur tout ce qui est indivision et autres problèmes, parce qu'on a besoin de cela, eh bien, que nous soyons entendus, et nous allons faire notre job, parce que le code de l'entreprise, eh bien, outre-mer, nous allons l'utiliser, nous allons faire en sorte que eh bien, la singularité qui existe chez nous nous permet d'attirer les gens, qu'ils y restent, qu'ils produisent, et qu'ils nous fassent tous gagner de l'argent. Et ce n'est pas dans les collectivités territoriales qu'il faut orienter nos enfants, ce n'est pas dans les administrations qu'il faut les y envoyer, c'est l'entreprise qui doit créer des emplois. Il faut qu'elle en crée. Et pour qu'elle en crée, eh il faut qu'elle ait les moyens. Merci. Merci, monsieur le bâtonnier. Qui souhaite s'exprimer? Peut-être un membre du notariat ou un chef d'entreprise ou un autre avocat ou qui souhaite s'exprimer? Monsieur Rosemin. Bonsoir, Richard Rosemin. Je vous remercie de cette initiative et puis des commentaires de maître Marceline. Voilà, donc je voulais rebondir sur ce que dit madame maître Marceline d'abord. L'indivision, l'État français nous donne pour les logements sociaux des subventions pour les gens qui sont à faible revenu sous réserve qu'ils soient propriétaires du foncier. Comme le foncier est en général partagé entre plusieurs, donc en indivision, donc il ne peut pas bénéficier de ça. Nous avons eu un conférencier brillant qui vient de l'Hexagone, qui ne s'est pas renseigné non plus sur ce que nous étions ici, et qui nous a expliqué que pour les EHPAD que nous construisons actuellement, qui sont très chers, que les retraites actuelles de nos retraités ne peuvent pas payer, on pouvait cautionner avec le foncier. Alors je lui ai expliqué que le cautionnement foncier n'était pas possible ici, puisque nous étions en indivision. Il a été très surpris, vous voyez, donc nous avons des intellectuels qui viennent nous vendre du vent, qu'on paye très cher, et voilà, je reviens sur ce que disait le bâtonnier. J'ai assisté, je travaille pour les collectivités, à des procès au tribunal administratif, je suis au tribunal de commerce aussi. Nous avons des avocats qui viennent vendre du vent, qui ne savent même pas de quoi ils parlent, et on se demande vraiment pourquoi on les fait venir. Les collectivités font venir des gens pour des marchés publics sur lesquels il y a des référés, et l'avocat qui vient de Paris, il ne sait même pas de quoi il parle. Et donc, il coûte très cher, comme disait le bâtonnier. Et donc, par contre, je pense que
pour pouvoir développer notre pays avec tout ce qu'il y a à faire. Comme disait le bâtonnier, en dehors des avocats, il y a des bureaux d'études, il y a des architectes. Et nous sommes consultés en France, nous avons des marchés en France. Moi, j'ai une société en France, un établissement ici. Nous remportons des marchés en France et les gens ici viennent prendre des marchés chez nous. Et donc, je pense que, effectivement, monsieur le président de la région, monsieur le président de l'exécutif, ce serait intéressant que les collectivités, en particulier la CTM, pensent à faire appel aux bureaux d'études locaux. Merci de ce plaidoyer pour le pouvoir technique local qui souhaite s'exprimer. Madame. Oui, bonjour. Bonsoir, Madame Defoy. J'ai animé de l'Office de l'eau, directrice de l'Office de l'eau. Alors, je salue en tant que juriste cette initiative qui permettra aux États, aux administrations, pardon, aux fonctionnaires de pouvoir instruire les dossiers en vérifiant les textes qui sont applicables. Et je crois que c'est très très important parce qu'on se rend compte que même au niveau de la préfecture, le contrôle de légalité, je prends un exemple, l'exemple de l'Office de l'eau, où c'est un établissement public local sui generis, avec dans le monde local le seul établissement public où c'est le directeur qui est l'exécutif, l'ordonnateur, etc. Et lorsque j'ai eu à signer les premiers marchés, par exemple, j'ai reçu une lettre signée du préfet du contrôle de légalité me demandant à quel titre j'ai signé. Donc j'ai répondu au titre de l'article R 213-69 du Code de l'environnement. Ensuite, pour la TVA, j'ai eu à interroger le ministère des Finances qui a dû faire tout un groupe de travail parce qu'en fait, en plus, le laboratoire du département de la Drôme, qui était co-traitant du laboratoire départemental d'ici, voulait me faire payer dans un marché une TVA à 19,60. Donc, j'ai vu les textes et en fait, j'ai dit je ne signe pas parce que donc j'ai dû interroger, écrire au ministère, et quand je ne voyais pas arriver la réponse, et ils m'ont répondu, j'ai le mail que j'envoie d'ailleurs à mes homologues, disant que la question était tellement importante qu'ils ont dû créer un groupe de travail pour réfléchir et pour faire une réponse pour que ça soit effectivement à 8%, c'est 8,5%. Donc, j'ai interrogé mes collègues du Conseil général, parce que je suis issue du Conseil général, qui donc n'ont jamais posé la question. Et donc, vraiment, je salue cette initiative. Et la question que je pose, puisque Maître Marsouline a parlé de travail collégial, effectivement, tous ensemble, mais vous avez prévu de faire des mises à jour trimestrielles. C'est très ambitieux, je salue cette ambition. Bon, je pourrais apporter ma contribution, mais c'est un travail colossal. Et je crois que le travail le plus colossal, c'est de changer les mentalités. Et surtout de bien penser que la France n'est pas qu'hexagonale, qu'il y a des réalités et que nous devons d'ailleurs participer à la réglementation, à la législation pour faire reconnaître nos réalités. Et c'est ce que nous faisons à l'Office de l'eau. Nous sommes obligés au niveau européen, quand je vais aux réunions, certains ne savent même pas qu'on existe. Et donc, tous les indicateurs, tous les référentiels, les espèces qui doivent servir, par exemple, à vérifier la qualité des eaux, eh bien, ce sont des espèces qui n'existent pas. Et quand en réunion, je leur dis, ils me disent, mais faites-nous des propositions. Et je peux vous dire, lorsque nous faisons des propositions, eh bien, parce qu'elles n'émanent pas des fonctionnaires, des ministères, ces propositions ne sont pas prises en considération. Je vous donne un exemple très simple. Pour vérifier la qualité des eaux littorales et des espèces et des milieux littoraux. Il y a une méthode qui est de mettre des échantillonneurs qui absorbent les pollutions et qui peuvent être analysés. Eh bien, jusqu'à maintenant, parce que cette méthode n'a pas encore été expérimentée de manière régulière dans l'Hexagone, ils nous refusent des fonds pour le faire, et alors qu'il faut prélever de l'eau,
il faut envoyer l'eau dans les laboratoires de l'Hexagone, et comme très souvent la température n'est pas respectée, donc en fait c'est bien comme on dit, nous cacher de l'eau dans le panier, parce qu'en fait, les résultats ne correspondent pas. Et là, je vous dis, on est en train de se battre pour cela. Nous avons écrit, les 5 territoires et bassins outre-mer, une lettre commune, consignée des DEAL au ministère qui a refusé. Donc, au-delà de tout cela, et c'est pour ça que c'est vraiment très important qu'il y ait ce répertoire des textes applicables, il faut déjà également que nous travaillions sur le changement des mentalités des fonctionnaires et de tous ceux qui font les propositions, qui les rédigent. Et j'en appelle également aux parlementaires, parce que là aussi, j'ai été obligée, lorsqu'il y a eu la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de décembre 2006, écrire avec le président sénateur Lise des amendements. Il a fallu qu'on se batte, ne serait-ce que pour faire admettre un certain nombre de réalités. Donc, bravo et merci pour ce travail, et j'essaierai d'apporter ma pierre en tant que certes juriste, mais également en tant que professionnel. Merci. Merci. Merci de ce rappel stimulant et qui me conforte sur le fait que nous avons souvent les mêmes problèmes. La question de la TVA suscite des interrogations invraisemblables de l'autre côté de l'Atlantique, on les connaît souvent. Et en tout cas, effectivement, je vous confirme que la mise à jour sera faite, elle est indispensable. Le lendemain de sa parution, le code était déjà obsolète, bien sûr, puisque les choses avancent. Et donc, effectivement, je vous confirme qu'elle sera faite trimestriellement par LexisNexis et le cabinet CLES, par son édition Internet. Et enfin, merci d'avoir compris que c'était un travail collectif, comme l'a dit très justement le bâtonnier. C'est un point d'appui, c'est un socle, c'est un cadre que nous proposons et qui n'a de sens que si chacun y apporte sa contribution. Merci de l'avoir fait. Qui souhaite s'exprimer en suivant? Oui, bonsoir à tous. Belletan, c'est mon nom. Sans titre, je suis qu'un chef de micro-entreprise, presque sans voix aussi, puisque je suis venu ce soir pour en fait me renseigner sur ce qui se faisait en matière d'organisation du code du travail pour les micro-entreprises, c'est-à-dire les sans-voix, comme moi. Bon. C'est-à-dire qu'au bout, je salue ce travail parce que je vous assure que je me suis dépêché de venir parce que j'ai juste entendu ça ce matin, hein, je me suis permis d'appeler, de savoir si je pouvais venir, et je me suis dit, mais ça c'est extraordinaire parce que nous sommes très nombreux, les micro-entreprises, les petits artisans, qui n'ont pas le temps de venir prendre la parole, de parler, de dire des choses comme ça, ou serait-ce même que de vous écouter de manière approfondie. Et je dis que là, il se passe quelque chose. Alors le monde est en train de changer, la Martinique, j'espère aussi, en train de changer. Peut-être pour moi un petit peu de temps, ça fait 40 ans que je suis artisan, maintenant je pense plus un petit peu à la retraite, mais je voudrais parler un petit peu pour les autres petits artisans que je côtoie tous les jours et qui ne sont pas là malheureusement, et qui, peut-être beaucoup comme moi, sont arrivés sur le marché du travail avec leur petite caisse à outils, et puis on commence à travailler, et puis les choses ont tellement évolué, il y a tellement de textes de loi, tellement d'applications à mettre, de codes du travail, et tout ce que vous avez cité, une vingtaine de codes peut-être, mais vous pensez bien que si moi je suis dans le bois, si vous me demandez de scier du bois, je sais bien faire, mais quand vous me demandez des textes que je comprends à peine, je suis obligé d'avoir un avocat, le bon, que je ne sais pas où il est, monsieur le bâtonnier, excusez-moi, mais on dépense énormément d'argent. On essaie de faire beaucoup de choses, on se bat tous les jours, on ne nous entend pas, on ne nous connaît pas, on ne sait pas. Mais bon, on est là. Bon, en tout cas, j'essaie d'être là. Ça fait 38 ans exactement, j'ai commencé tout petit, maintenant j'ai quelques ouvriers, j'essaie de faire quelque chose. Je vais peut-être passer le relais à ma fille, parce que malheureusement, je n'ai pas de garçon, mais enfin bref, je voudrais simplement, non, mais je voudrais simplement, avec le peu de moyens que j'ai, vous parler. Monsieur, vous savez, bon, dans la salle, il y a le responsable de mon cabinet d'expertise. Donc, il rigole peut-être beaucoup, mais il me connaît, il sait très bien que moi, j'ai un langage qui est un petit peu franc, un petit peu direct. Je veux peut-être, maintenant que je pense à ma retraite, me présenter peut-être un petit peu plus souvent de ce genre de réunion pour parler, non pas pour moi, mais pour tous ces petits artisans qui sont confrontés à des problèmes. Et je vous assure que rien que d'avoir entendu qu'il y avait un travail comme cela qui se faisait, et que
peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais il y a énormément de petits artisans qui ont besoin de savoir, serait-ce que ce à quoi ils ont droit pour pouvoir travailler, pour pouvoir être sur le marché, se battre contre des grosses sociétés, je dirais, et qu'on ne sait même pas les moyens qui sont à notre disposition. Et ça, c'est très important. Donc, je vous dis à tous qui prenez cette initiative, ne l'abandonnez pas. Il y a beaucoup de gens, sans voix comme moi, sans titre comme moi, qui ont peut-être besoin, serait-ce que de se référer à certains textes pour pouvoir ensuite savoir ce qu'ils seraient en droit de demander pour exister dans notre pays Martinique caribéen. Merci. Merci de votre témoignage, monsieur. Je ne pense pas que vous soyez sans voix. Et en tout cas, vous n'êtes pas sans domicile, car vous êtes ici chez vous, sachez-le. Qui souhaite s'exprimer? Madame Céline Rose, présidente de la CGPME. Bonsoir à tous. Je réagis instinctivement au témoignage de monsieur qui vient de prendre la parole parce que c'est exactement l'objet de l'organisation que je représente, à savoir être la voix des sans-voix, comme vous dites, ou en tout cas de ceux qui n'ont pas la capacité, de par la taille de leur entreprise pour certains, à avoir effectivement toute cette capacité à maîtriser ces différents codes. Donc c'est vrai que c'est un des sujets que porte la CGPME, simplifier les choses. Ne pas avoir à aller chercher l'information dans différents codes. Et ça vaut pour cet ouvrage-là. Ça va aussi pour tout ce qui est financement de l'entreprise, où on sait que c'est un parcours du combattant à chaque fois de comprendre tous les millefeuilles qu'il y a au niveau local pour qu'on puisse avoir faire fonctionner nos activités. Donc voilà, je réagis très favorablement à cette initiative. Je sais que le parcours du président de la Chambre a certainement beaucoup à voir, son parcours professionnel a certainement beaucoup à voir avec cette idée de simplification, parce qu'on sait que quand on démarre de petit, mais qu'on arrive à grossir avec autant de réussite, eh ben, on n'oublie pas d'où on vient. Et je sais que cette initiative-là va servir beaucoup aux petits chefs d'entreprise comme nous qui avons besoin effectivement de clarté et de simplification, notamment sur ces sujets-là. Donc voilà, et puis pour monsieur qui est bientôt à la retraite, eh ben, la CGPME, c'est beaucoup de bénévolat et on a besoin de gens comme vous. Donc j'en profite, hein. Je vais vous laisser ma carte avant de partir pour que vous œuvriez avec nous pour être la voix des sans-voix, justement. Merci à vous. Et même sans garçon, hein. Merci de ce témoignage et de ce soutien, Céline, et je te confirme que je n'oublie pas d'où je viens. On a beaucoup entendu parler des hommes et femmes de la plume. Que disent les hommes et femmes du chiffre? Il y a ici des experts comptables, des banquiers. Qu'est-ce qu'ils se pensent de tout ça? Est-ce qu'ils veulent s'exprimer? Charles? Là. Ici, là. Charles David. Je vais rester assis pour ne pas gêner les gens derrière. Charles David, donc expert comptable. Pour Monsieur Beltan, je vais confirmer d'abord que sa fille est aussi capable que s'il avait un fils de reprendre l'entreprise. Pour faire suite aux propos du bâtonnier Marceline et du bâtonnier Nicolas, les problèmes qu'on retrouve chez les gens du droit sont les mêmes que pour les gens du chiffre, donc les experts comptables. On a des difficultés à imposer la façon dont on gère ici en Martinique par rapport aux décisions qui sont prises par les élus et souvent aussi par certains responsables qui envoient systématiquement des missions en métropole ou des missions à des illégaux pour ce qui nous concerne à nous, des experts comptables. Donc je voudrais insister, vos président Marie-Jeanne, qui est aux commandes, de penser qu'on a les compétences ici.
Je fais partie de cette frange de vrais Martiniquais. Moi, je suis en Martinique depuis 31 ans. Je gère des entreprises, j'aide les entreprises, j'essaye par mon savoir d'apporter la force que représente notre outil et notre savoir ici en Martinique, et il n'en a pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Ça, il faut en être conscient. Nous avons tous les outils ici pour pouvoir faire de grosses missions, de grandes missions, et de ne pas aller les chercher ailleurs. Sincèrement, je suis impliqué, tout le monde le sait, le président, j'œuvre dans tous les domaines en Martinique. Je suis à la commission départementale des impôts, je représente le président Baudouin à la commission octroi de mer à la région, j'œuvre à la CCIM. Donc, nous avons tout pour réussir une bonne intégration et une bonne dynamique dans les métiers du chiffre et du droit. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte de nous aider à maintenir tout ça dans notre pays. Merci. Monsieur Manuel de Rénal, président de Contact Entreprise. Oui, enfin, j'ai du mal à rajouter des choses intelligentes après tout ce qui a été dit, parce que tout ce qui a été dit notamment sur l'importance de faire travailler nos entreprises locales, c'est une évidence, et les talents sont ici, dans tous les domaines. Donc ce point-là, je pense que ça a été dit et redit, et je suis de ceux qui, en tout cas, militent pour faire passer cette idée. Mais je voulais quand même féliciter très clairement Manuel Baudouin pour son travail. Je me souviens qu'il y a 4 ans, tu étais venu en assemblée de Contact Entreprise pour présenter les prémices de ce projet. 4 ans après, le code existe, les 1000 pages sont publiées. Donc bravo, parce qu'en 4 ans, c'est pas si long que ça, et un travail colossal manifestement a été fait. Et puis ce qui est intéressant dans la démarche, enfin moi ce que j'apprécie dans la vision qu'il y a derrière ce code, c'est la suite, donc les étapes qui se prolongent et qui vont nous obliger à travailler collectif, comme a dit le président. Et ça, c'est un vrai projet qui doit nous mobiliser tous, parce que aboutir à un statut d'entreprise ultramarine, c'est un projet qui doit nous mobiliser tous, et c'est une formidable opportunité de nous mettre ensemble pour construire quelque chose de fort et de puissant pour la Martinique. Donc de ce point de vue-là, vraiment, bravo et merci pour ton travail. Bâtonnier, je vous en prie. Oui, je voulais ajouter un mot sur la question de la simplification. Ce n'est pas seulement l'outre-mer, hein. Peut-être que vous avez entendu tout au long de l'année 2015-2014 où il y avait un certain nombre de décisions qui intervenaient pour, je dirais, le droit commun de simplification, parce que le travail d'empilement de décisions sans abroger les décisions antérieures, je dirais, c'est presque dans les gènes français de compliquer. Et donc, par conséquent, nous avons un travail de simplification. Monsieur le Président, vous parlez de toilettage, mais c'est vraiment un travail important. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que le travail de toilettage doit se faire à 2 niveaux. C'est non seulement, en quelque sorte, repérer les faux amis, regarder ce qui est incompatible, mais pas incompatible seulement dans des dispositions législatives qui se contredisent. Il faut également voir ce qui se contredit dans les conceptions d'aménagement. Parce que quand vous avez une conception d'aménagement dans un domaine, vous allez mettre en place un corpus qui va vous permettre de réaliser. Lorsque vous allez prendre un texte dans un autre domaine, il ne va pas falloir seulement regarder ce qui est en contradiction de façon formelle. Il va aussi falloir regarder si on va dans la même direction. Alors, non pas qu'on puisse considérer que tout le monde doit avoir le même avis. Moi, je crois que tous les avis se valent et que tous les avis sont importants parce que, le président le disait, nous sommes tous martiniquais et à ce titre, nous avons un intérêt collectif commun. Donc, ce travail va consister à mettre ensemble des professionnels différents
qui sont des professionnels, des juristes, des notaires, des experts comptables, mais d'autres professionnels comme par exemple des urbanistes, parce qu'il y aura des questions d'aménagement du territoire, comme des fiscalistes, parce qu'il y aura des questions de disposition fiscale, etc. etc. Et là, je crois qu'on a justement, à la faveur d'un document qui pouvait paraître qu'une simple mise à jour, une simple compilation, puis après dans un projet de toilettage, c'est plus que ça. C'est plus que ça, moi je l'ai vraiment ressenti aussi bien dans la lecture du code que dans le projet, comme une possibilité qui nous est offerte à nous Martiniquais de travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions dans l'intérêt de tout le monde. Et tout le monde peut y trouver son compte. Là, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas une catégorie qui va être privilégiée, mais on a vraiment une fenêtre de travail pour aboutir à un résultat. Et personne, surtout, c'est que personne ne peut le faire à notre place. Parce qu'on ne peut pas demander à des fonctionnaires français de se mettre à notre place pour concevoir l'application de dispositions sur la réalité de nos territoires. Ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment sur nous que repose cette responsabilité. Et moi, je crois que pour les générations qui viennent, ça c'est une responsabilité que nous devons vraiment assumer. Très bien. Michel, je te voyais opiner. Non ? Très bien. Y a-t-il d'autres interventions avant que nous ne regagnions nos parcours respectifs? En tout cas, d'abord, merci beaucoup encore à vous, bâtonniers. Merci à vous tous d'avoir donné autant d'attention à cette conférence. Et vraiment, nous espérons avoir fait passer cette idée que nous avons modestement essayé de fournir un point de départ, mais qui a aujourd'hui une opportunité, comme ça a été dit, de rebondir ensemble sur ce projet collectif et de faire en sorte que le droit soit au service du projet et non pas au service d'autres impératifs qui sont peut-être respectables, mais qui ne sont pas de long terme. Je crois que c'est ça l'idée aussi qu'il faut retenir. On travaille ensemble et on travaille en se servant du droit comme d'un instrument pour porter une volonté collective. Merci encore et à très bientôt.